Hey, bonjour Soufiane, ça va? Salut David, ça va et toi? Très bien, merci. Bienvenue au Piggy Bank Podcast. Merci de te prêter au jeu. C'est la première fois que j'ai quelqu'un outre-mer qui se joint au podcast, puis j'en suis très excité. Merci, merci. Merci de m'avoir invité, hein. J'adore toujours ce genre d'exercice et quand c'est original comme ton podcast, c'est un vrai plaisir. Excellent. Donc, sans plus attendre, la question brise-glace, j'adore ça parce que je la pose à tout le monde, mais toi, en plus, tu es un financier, fait que je trouve que c'est encore mieux. Es-tu quelqu'un qui utilise Google Sheets ou Microsoft Excel? La bonne blague. Bah, Excel, Excel bien sûr. Je Jamais dois sur avoir Sheets? je dois avoir utilisé Excel Sheet 2-3 fois dans ma vie, mais pas plus que ça. Ah mon Dieu, OK, OK. Ben, c'est cool, de savoir les différentes pratiques. Moi, j'utilise les 2. En tout cas. C'est bon, la glace est cassée. Au Piggy Bank Podcast, on a comme 2 buts tout le temps: parler du parcours professionnel de la personne, mais aussi d'apprendre à connaître la personne, que serait-ce que l'équilibre, travail-famille et de savoir comment tu gères un peu, ton horaire et tout. Donc, premièrement, j'aimerais ça quand même que les gens qui nous écoutent apprennent à te connaître un petit peu professionnellement. Donc, tu as travaillé chez PwC, un cabinet comptable, Deloitte, ensuite chez Proximus. Peux-tu nous parler un peu de tes rôles dans ces entreprises-là, si possible? Ouais, ben, écoute, j'ai commencé comme pas mal de financiers en audit. Donc, chez PwC, c'était en tant qu'auditeur. Ah, c'est des grosses boîtes, hein, elles engagent énormément de gens et donc ben, ils étaient venus chercher pas mal de gens à l'école. Donc, j'avais mon contrat avant même de terminer mes études. Et ben, en fait, quand j'ai commencé, c'était un peu une nouvelle école. Tu Mmh. commences en même temps qu'une promotion de 120 autres juniors et tu évolues un peu de la même manière. Et c'est un boulot que j'ai vraiment apprécié, mais je me voyais pas dedans à vie, hein. Allez, mon but, c'était pas de devenir réviseur d'entreprise. J'étais très content d'avoir appris en tant qu'auditeur à voir l'hélicoptère view des états Mmh. financiers. On pouvait facilement avoir la vue d'ensemble d'un PNL, la vue d'ensemble d'un balance sheet, et puis après discuter des variations avec le client. Mais bon, la valeur ajoutée était quand même assez limitée, hein. Le but était Ouais. de certifier si les comptes étaient corrects ou pas. Donc par la suite, ben, j'ai décidé que je souhaitais faire autre chose et m'investir un peu plus en tant que contrôleur de gestion. Seulement, OK. voilà, quand tu sors d'audit, tu n'es pas encore tout à fait prêt à être contrôleur de gestion et j'avais encore ce besoin de découvrir société par société, industrie par industrie. Et donc, le bon milieu, c'était finalement de travailler pour Deloitte dans un Mmh. département d'interim management. Donc, en OK. gros, j'avais des assignments, des missions pour des clients et je travaillais chez eux en tant que contrôleur de gestion pendant 6 mois, 1 an, selon les missions. OK. La plupart du temps pour remplacer quelqu'un, mais de temps en temps, c'était parce que le client avait un besoin spécifique pendant un temps limité et qu'il engageait Deloitte à la place. Et donc, j'ai fait ça pendant 4 ans et demi, je pense. Et c'était vraiment chouette. Et ce qui était vraiment chouette aussi, c'est qu'au final, c'était un petit département comparé au département de consulting, le département d'audit. Donc, là-bas, j'ai non seulement appris à faire mon travail en tant que contrôleur de gestion, mais j'ai aussi eu un petit avant-goût de l'entrepreneuriat. Parce que une Mmh. fois qu'on était responsable en tant que senior, en tant que manager, ben, il fallait s'investir pour développer le département. Et en quoi ça Mmh. consistait? Ben, ça consistait, ben, premièrement, à travailler sur le recrutement. Donc, j'étais responsable du recrutement de la partie francophone de la Belgique. La deuxième chose, c'est qu'il fallait continuer à former notre staff. Donc, j'ai c'est les premières fois que j'ai goûté au fait de donner des formations, parce que j'étais quand même passionné sur la technique. J'ai appris Visual Basic, Power Query, Power Pivot, et je l'ai transmis à un maximum de personnes qui travaillaient chez Deloitte. OK. J'étais aussi responsable, et ça c'était très important, et ça m'aide encore aujourd'hui, de la prospection et du développement commercial de la partie francophone aussi de la Belgique, parce Ah, qu'on OK. n'avait pas beaucoup de clients, mais c'est les premiers contacts que j'ai eus avec la prospection et le Mmh. développement commercial. Allez, en tant que financier, tu n'as pas l'habitude de ça, tu travailles Non, c'est ça. sur ton Excel, tu travailles avec les gens avec qui tu travailles, et au Ouais. final, tu n'apprends pas à vendre un produit, tu n'apprends pas à vendre un service. Et là, c'était les premiers contacts que j'ai eus.
bon, ça fonctionnait encore un peu à l'ancienne, hein. Tu devais contacter les gens, avoir un rendez-vous, éventuellement les inviter au restaurant. C'est pas les contacts qu'on a aujourd'hui Ouais. dans le business tels qu'on les a en 2024. Mais Mhm. malgré tout, il y a quand même beaucoup de leçons que j'ai apprises sur le fait de délivrer un service, garder un contact client, garder un contact avec un prospect. Et c'était vraiment mes premiers pas dans le monde de l'entrepreneuriat. Seulement, voilà, bon, après un moment, faire des missions de courte durée, c'était bien, mais le problème, c'est que tu vois jamais le bout. Tu travailles sur un budget, mais l'année prochaine, tu sais pas s'il est bon parce que tu es ailleurs. Et donc, Ouais. je commençais à avoir cette frustration et cette envie de m'investir un peu plus longtemps dans une entreprise, ce qui m'a fait bouger chez Proximus, qui est une entreprise de télécommunications en Belgique. Et j'ai travaillé là en tant que Finance Business Partner. Premièrement pour la business unit du B2B. Ensuite, j'ai été sur la business unit du B2C. Et c'est vraiment là que j'ai eu une autre révélation, c'est que pour réussir, pour évoluer au sein d'une entreprise en tant que financier, bah, il n'y a pas que la technique. Il y a l'aspect technique, ça c'est très chouette de Mhm. pouvoir faire un modèle financier, les three statements, travailler sur Power Query, Power Pivot, commencer à faire des automatisations avec VBA, bref, il y avait tous ces Mhm. aspects que je maîtrisais. Bah, seulement, j'étais censé être un finance business partner et je l'étais pas tant que ça parce que ma collaboration était quand même assez limitée, ma communication était pas terrible, j'étais pas invité au meeting, j'étais pas contacté suffisamment à temps quand il y avait une initiative qui allait Après, générer un après business coup, là. case. Mhm. Voilà. Et donc, au Ouais. final, bah, c'est là que je me suis rendu compte qu'il fallait que je travaille plus sur mes business skills. Et Ouais. business skills, parce que c'est vrai que j'aime plus trop dire les soft skills, je préfère dire les business skills parce que ça te permet justement d'apprendre à collaborer, d'apprendre à négocier, d'apprendre à networker, d'apprendre à communiquer. Tous ces éléments qui sont en fait pas si doux que ça. C'est Ouais, aller ouais. au-delà de ta zone de confort pour, 100%. pour un financier. Donc, c'est plutôt hard pour un financier. Mais c'est là que je me suis rendu compte de cet intérêt. Et j'ai voulu le prendre comme un défi et j'ai travaillé là-dessus énormément au point d'en devenir un spécialiste et ce qui m'a amené à ce que je suis aujourd'hui, un formateur en business skills et principalement le storytelling pour les financiers. OK. Juste avant de rentrer dans ce sujet-là de qui tu es maintenant, mes parcours très impressionnants, puis je trouve ça vraiment bon ce que tu dis, tu sais, en tant que comptable, c'est vrai qu'on peut être tenté à être juste dans l'Excel, puis là, quand on fait une présentation devant le monde, là, on commence à respirer fort parce qu'on est stressé, tu sais, been there, done that, fait que c'est vrai que just get out there ou même ce que tu fais maintenant, de se mettre sur la caméra, faire des vidéos, des posts, tu sais, d'être devant, une grande audience, ça peut être quand même, ça peut être intimidant. Mais si on parle un peu juste côté personnel, tu sais, si on veut en 1 minute ou 2 minutes savoir t'es qui dans la vie, tu sais, mis à part que sûrement que tu es en Belgique, t'aimes la bière, la bonne bière belge, peux-tu nous parler de qu'est-ce que tu fais dans la vie puis qui que t'es? Ah, écoute, j'ai 39 ans. Dans un mois, j'ai 40 ans, donc j'espère que Oh. l'épisode sortira avant. Comme ça, je pourrai encore prétendre être jeune. J'ai deux enfants, une fille de 10 ans et un garçon de 7 ans. Alors, qu'est-ce que j'ai comme passion dans la vie à part les bières belges? Ben, les frites. Ouais, les frites Ah belges. oui, Faut pas les oublier. Mais à part ça, bon, j'aime bien faire du sport, mais je suis pas un athlète non plus. J'aime bien les jeux vidéo, mais je passe pas ma vie dedans. J'adorais les mangas et plus particulièrement Dragon Ball quand j'étais petit, et OK. j'aime toujours aujourd'hui, mais bon, je peux moins en parler. Et, euh, et globalement, je suis quelqu'un d'assez équilibré. Mmh. Je travaille, mais je passe pas ma vie à travailler non plus. Je suis quelqu'un d'assez extraverti. J'ai besoin d'avoir le contact avec les gens pour pouvoir me remplir, pour pouvoir me Ouais. remplir d'énergie. Et c'est ce que je fais au quotidien, notamment depuis que je suis actif sur LinkedIn. Ben, j'ai des contacts avec les gens et peu importe qu'ils soient à Bruxelles ou à l'autre bout du monde comme toi.
Très cool. Ben, merci pour ça. Maintenant, j'ai l'impression de très bien te connaître, surtout que je vais pouvoir te souhaiter bonne fête dans exactement 1 mois. Si on lit ton LinkedIn, en fait, là, je pense que c'est là que ta présence en ligne se trouve surtout, sur LinkedIn. Il y a des gens qui pensent que LinkedIn, encore aujourd'hui, ça a beaucoup évolué, mais il y a des gens qui pensent que allez faire un tour sur LinkedIn. C'est ça que je veux vous dire, tout le monde. Vous allez voir, ça a beaucoup changé. On voit que tu as beaucoup de chapeaux, sur LinkedIn. C'est écrit Business Skills for Finance, Corporate Training Facilitator, Course Instructor et Keynote Speaker. Donc, ce que je voulais savoir un peu, c'est pourquoi quitter le corporate world pour lancer, je veux dire, ta boîte de formation. Là, tu me reprendras en mes mots s'ils ne sont pas bons, mais c'est quoi que tu fais? Tu en as glissé un mot tout à l'heure et là, je t'ai coupé pour dire, attends, on veut savoir si tu aimes la bière et les frites. Peux-tu nous parler de c'est quoi que tu fais, puis c'est quoi l'élément déclencheur? Ben, l'élément déclencheur, c'est qu'au final, je commençais à avoir de moins en moins allez, j'étais de moins en moins rempli par mon travail. Au final, tu rentres dans une routine. Après un budget, ben, tu as le forecast. Après le forecast, tu as les résultats trimestriels. Après les résultats trimestriels, tu as un autre forecast. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors, tu t'investis en tant que business partner. Il y a des nouveaux produits, des nouveautés. Mais en fait, très vite, j'ai remarqué que ça ne me remplissait plus. Pourquoi? Parce que, en fait, ça manque de victoires. Tu manques de petites victoires quand tu travailles dans le monde corporate. En tant que financier, tu travailles sur un business case, voilà, il est présenté, on te donne l'approbation. Il y a tout de suite autre chose qui va venir. Tu as un budget, le budget est fini, on ne va pas sabrer le champagne, on passe tout de suite à autre chose. Et ça manque de petits accomplissements personnels qui te font te dire j'ai quand même bien fait mon boulot là. Alors que quand tu es entrepreneur, quand tu travailles comme je le fais aujourd'hui, ne serait-ce que quand tu réussis à obtenir un petit contact avec un client, avec un prospect, c'est déjà une espèce de petit check que tu peux faire sur ta liste. Quand tu lui envoies une propale, c'est de nouveau un petit check, une petite victoire. Quand il répond à la propale et quand il est positif dessus, c'est énorme. Quand tu Ouais. envoies ta facture et qu'elle est payée, c'est aussi une énorme victoire. Donc, au final, c'est vraiment ce sentiment d'accomplissement où tu as à chaque fois des milestones qui sont de plus en plus clairs, qui peuvent être petits comme ils peuvent être grands, mais tu remplis un peu ta jauge de, je dirais pas d'ego, mais de satisfaction personnelle sur le travail que tu fais. Alors Ouais. qu'au final, quand tu travailles en tant que financier, tu peux très bien faire ton boulot et être satisfait avec. Mais moi, j'avais besoin d'avoir ce sentiment de victoire. Et c'est ce qui me manquait en tant qu'employé dans le corporate world. Ça fait je suis tellement d'accord avec toi, là. C'est justement, récemment, comme tu dis, là, juste la personne te répond, puis tu es comme: «Oh my God, je peux pas croire qu'elle m'a répondu». Fait que je peux comprendre, 100 le geste et le move. Puis si tu peux nous expliquer peut-être un petit peu, le concept de ta business, tu sais, comment tu as commencé ça? T'as-tu commencé à poster sur LinkedIn, Mmh. pendant que tu étais au corporate world, puis à un moment donné, tu te disais: «Oh OK, j'ai de la demande». Tu sais, comment le concept, puis comment ça a commencé, en fait, un peu? Écoute, je cherchais quoi faire et pour être tout à fait honnête avec toi, j'étais parti dans tous les délires possibles, hein. Comme tout le monde. Je voulais devenir entrepreneur et donc j'avais pensé à racheter un supermarché. J'avais OK. pensé à me lancer dans des startups et cetera et au final, j'ai commencé à lire sur LinkedIn l'aventure de certains solopreneurs qui OK. expliquaient que, oups là, ma lumière s'est éteinte, bon, c'est pas grave. Bon, c'est Heu pas grave. donc, qui expliquait qu'en fait, trouve ce que tu fais le mieux et fais-en ton produit. Trouve quelque Mmh. chose dont tu peux parler pendant des heures et fais-en ton point différenciateur. Et c'est ce que j'ai fait en fait. J'ai réfléchi, quelles sont mes compétences en tant que financier qui font faire la grosse différence et qui peuvent être intéressantes pour les gens. À ce moment-là, j'ai pensé, OK, tu t'es intéressé au storytelling, tu t'es intéressé aux présentations. Qui autour de toi fait ça? Pas grand monde au final, pas grand monde. Mmh. Et et alors c'est dès lors que je me suis dit: qu'est-ce que je peux en faire?» Je peux en donner des formations. Alors au début, l'élément déclencheur, ça a vraiment été de me dire: «Bon, il faut que je change, d'univers parce que
j'étais dans l'entreprise, il y a eu le Covid, tout le monde travaillait de chez soi. Je me retrouvais à la maison tout seul et au final, je me suis dit, bon, ben, quitte à être tout seul, autant travailler pour moi plutôt que de Ouais. continuer à travailler pour une entreprise alors que je me sens plus heureux dans ce travail. Et la deuxième chose, c'est que j'ai vu plein de gens qui parlaient du fait de former les gens à distance avec des formations en ligne, avec des formations vidéo. Donc, c'était ça mon concept d'origine. C'était, je vais créer une formation vidéo sur le storytelling et je vais la vendre et je vais en vivre. Alors, bon, OK. voilà, reality kicks you in the nuts. Ouais. Et donc, J'adore ce que tu dis parce que c'était exactement ça moi aussi. Je vais faire des vidéos, ça va être facile, je vais les vendre en ligne à tout le monde va les acheter. Puis là, tu es comme: «Ouf, c'est dur». voilà. Exactement, Vas-y, exactement. continue, Et au c'est final, je me suis rendu compte que c'était pas si évident que ça, que ça ne se vendait pas comme des petits pains, comme tous les influenceurs espéraient te le faire croire, qu'il fallait bosser, avoir une crédibilité. Et cette crédibilité, j'ai commencé à l'avoir justement en travaillant en B2B plutôt qu'en travaillant en B2C. Donc, j'ai commencé à donner des formations en entreprise. Et il y en a eu une d'un de mes contacts de quand j'étais chez Deloitte qui m'a engagé pour donner une formation. Super bien passé. J'étais vraiment super satisfait. Quand je suis sorti de là, j'avais un regain d'énergie comme j'en avais pas eu depuis des années. Puis il y a eu une deuxième formation. J'ai eu de nouveau ce regain d'énergie. Et en fait, je me suis rendu compte, j'avais pensé au B2C pour faciliter les choses, mais en fait, ce qui m'accomplit le plus, c'est de venir dans une entreprise, de délivrer une formation, de délivrer un workshop, que ce Mmh. soit en vrai ou que ce soit en digital. Et au final, j'en ai fait ma spécialité. Aujourd'hui, allez, j'ai une formation en ligne et on pourra en parler un petit peu plus loin. Mais je crois que sur mes revenus annuels, ça compose peut-être 5 à 10 parce qu'aujourd'hui, je travaille principalement en entreprise parce que c'est ce qui me remplit le plus. C'est là que j'ai de l'interaction avec les gens. C'est là que je me retrouve avec des gens qui se donnent les moyens pour pouvoir atteindre les objectifs. On a un vrai suivi. Il y a une vraie appétence pour les sujets que j'évoque en tant que Finance Business Partner. Et donc, euh, même si ça peut paraître plus difficile, pour moi, qui ai eu l'habitude justement de faire de la prospection et du développement commercial en B2B, Ouais. c'est à la limite plus facile. Je suis plus à l'aise à discuter avec un manager qui veut développer les skills de ses 10 ou 15 team members plutôt que d'envoyer des séquences mail en essayant de convaincre les gens que mon produit est bien et que s'il n'est pas bien, je peux les rembourser dans les 14 jours, etc. Mmh. Tout ça, c'est encore compliqué pour moi. Alors, je ne dis pas que j'abandonne, hein. C'est juste que Ouais. j'éprouve plus de plaisir à arriver dans une entreprise, donner un workshop et voir la satisfaction des participants à la fin de la journée ou à la fin des 2 jours et me rendre compte qu'au final, c'est peut-être là-dedans que je suis le plus doué. Ouais, ben, c'est ça. Puis si c'est ça que tu aimes faire aussi, je pense que quand tu aimes quelque chose, c'est plus facile d'être doué là-dedans aussi parce que naturellement, tu vas t'informer sur comment donner la meilleure formation en live aussi et tout. Fait que je pense que c'est quelque chose qui va de soi. Mais peux-tu nous parler un peu de ton public cible? Tu sais, c'est quel genre d'entreprise tu donnes des formations? C'est-tu n'importe quel type d'entreprise? C'est-tu seulement les départements de finances? Peux-tu nous parler un petit peu de les services offerts? C'est ça qui est assez marrant aussi quand tu travailles en B2B, c'est qu'au final, tu t'adaptes. Moi, mon objectif à l'origine, c'était de travailler sur ma formation de storytelling. Voilà, elle était faite, Mmh. elle s'adaptait à la plupart des entreprises et c'est ce que j'ai donné, hein. Donc finalement, le public, c'est vraiment les entreprises qui ont un département finance où il y a plus de 10 personnes. Voilà, pour que ce soit intéressant, parce que OK. dans ces cas-là, les 10 personnes ont leur propre business partner à qui ils vont présenter leurs propres résultats de la business unit ou alors du produit. Ils ont parfois des opportunités de passer dans des audiences un peu plus élevées comme l'exco, le board. Donc, c'est souvent les plus grandes entreprises. J'ai rarement des petites ou moyennes entreprises qui me contactent en me disant qu'on est intéressé par le workshop. Dans ces Mmh. cas-là, moi, je les redirige plutôt vers la version online de la formation. Mais Ouais. c'est plutôt des grandes entreprises, des grands groupes qui bah, continuent à former continuellement leur staff
et qui ont un véritable intérêt à développer tout ce qui est business skills pour leur staff. Donc, c'est la plupart de mes clients. Maintenant, vu que j'ai un network, que j'ai travaillé dans certaines entreprises et que une chose que j'ai remarqué en tant que formateur, c'est qu'au final, les entreprises sont plus à l'aise d'avoir un SPOC, un training partner en quelque sorte, Ouais. pour tout ce qui concerne un sujet en particulier. Et par exemple, aujourd'hui, un de mes plus gros clients, c'est venu parce que je connaissais quelqu'un qui travaillait en marketing. Ils m'ont demandé de faire un training sur les business cases. Je l'ai donné, c'était génial, tout le monde a adoré, et tout le monde a adoré la partie finance pour les non-financiers. Donc au final, ils m'ont demandé de continuer à donner la partie business case, mais en plus de développer un training particulier finance pour les non-financiers. Et aujourd'hui, OK. c'est ce que je donne le plus comme cours, alors que je suis... Allez, c'est pas ce que je vends le plus, mais au final, c'est un dénominateur commun entre améliorer la communication des financiers vers les non-financiers et améliorer la compréhension de la finance par les non-financiers. Finalement, on Ben arrivera à oui, un juste milieu. puis si c'est ça que le monde veut, puis que toi, t'aimes ça, faire ça en plus, tant mieux. Je veux dire, best of both worlds, tant qu'à moi. C'est fou des fois comment on peut un peu s'éloigner aussi. Tu es comme, OK, je focus sur les financiers, puis finalement, OK, puis comme je pense que tu l'as dit d'entrée de jeu, on apprend en le faisant, puis ça développe. Quand tu as commencé, ça me fait rire ce que tu dis. Je voulais vendre des cours en ligne, puis ça se vend pas comme des petits pains chauds. C'est genre exactement ça ici aussi. Peux-tu nous parler de milestones, c'est vraiment là, des milestones significatifs? Tu sais, quand tu t'es dit, hey, peu importe, j'ai signé ce contrat-là, ça a vraiment changé tout, j'ai rencontré telle personne, tu sais, peut-être une ou deux histoires qui ont vraiment fait bouger l'aiguille pour toi. Ben, le gros milestone en soi, parce que j'ai eu mes 2 premières formations, ça a bien été, mais après j'ai eu, quand même une espèce de traversée du désert. Mais, j'ai eu un vrai milestone où en fait, c'était mon 1er client que je ne connaissais pas à l'origine, qui m'a OK, ouais. contacté parce que je publiais sur LinkedIn et j'ai justement donné 3 jours de formation chez eux. C'était en Algérie, c'était exceptionnel. On me contacte d'un autre pays pour pouvoir voyager et aller là-bas et dans ma tête, c'était: «OK, c'est le déclic». Bon, après de nouveau, c'est pas si évident que ça parce que juste après, j'ai eu 3 mois où j'ai pas eu une seule formation à donner Mmh. et j'avais fait un peu de consultance pour rester actif et Ouais. continuer à garder une petite réserve d'argent. Mais justement, ça a commencé par après où grâce à ça, je me suis développé. J'ai eu des contacts, mais on a un processus de décision en B2B qui peut être parfois très long, hein. Parfois, ils sont super Ben oui, intéressés, mais c'est juste pas le bon moment. Et puis après, ils vont te exact. recontacter 6 mois. Allez, ils vont garder les contacts avec toi pendant 6 mois jusqu'au jour où ils vont dire: «Bah, voilà, dans 2 mois, on fait le workshop, dans 2 mois, on fait Mmh. le training» et à ce moment-là, tu te délivres. Mais donc ça peut être très long et une des choses que j'ai remarqué, c'était justement d'apprendre à prospecter pour pouvoir combler les trous bien à l'avance. Donc là, je suis déjà en train Mmh. de travailler sur Q4 Oui, c'est ça. 2024 parce que il n'est pas question d'attendre Q3 2024 pour espérer avoir des formations Q4. Donc, Mmh. C'est c'est un ce genre de pourcentage, choses. il y en a que ça marche, il y en a que ça marche pas. Mais juste pour, bien comprendre la séquence des choses, ça fait 2 ans que tu fais ça, si je me trompe pas, que tu t'es lancé à ton compte? Ouais, à peu près 2 ans et demi, effectivement. Donc là, OK. ça a été Et ton ouais. et ton 1er contrat significatif que tu nous parles, 3 jours en Algérie, on parle de C'était 2 en mois une fois qu'il a septembre. commencé, 6 mois? C'était bien après, hein, donc Ah donc oui? OK. j'ai eu ça et donc c'était quasi un an après. Ouf, Ouais, donc OK. aujourd'hui, ça fait 2 ans et demi que je me suis lancé et disons qu'1 an après, j'ai obtenu ce contrat qui a été délivré en septembre, donc ça avait quand même mis un peu de temps, mais Mmh. ouais, c'était quand même assez fou comme Un idée. un bon un bon montant qui te permet de vivre quelques mois quand même en simplement 3 jours, j'imagine, parce qu'il y a tellement de travail. Ben, je dis simplement 3 jours. Il y a tellement de travail upfront pour tout construire le programme, les Mmh. contacts avec le client, dire: «OK, on va faire tel workshop». Au final, ça peut paraître, vraiment payant: «Hey, j'ai juste fait 3 jours, puis je vis pendant 6 mois là-dessus», mais j'imagine qu'il y a beaucoup de travail quand même,
derrière ça. Puis, y a-t-il un autre milestone qui te vient en tête? Donc, cette première formation-là, ensuite la traversée aride du désert. Puis, on reviendra à la traversée aride du désert. Ça m'intéresse de savoir comment tu as vécu ça et tout, mais peut-être tantôt. Mais as-tu un autre milestone comme significatif que tu t'es dit, hey, ça, là, let's go, on y va? Ben non, mais justement, donc j'avais commencé à faire du contenu sur Internet et sur LinkedIn principalement, et on a commencé à me contacter, mais c'était jamais très concret. C'était vraiment, allez, c'est de la nouveauté, c'est intéressant ce que tu fais, mais j'avais aucune idée de comment négocier un contrat. Allez, je me rappelle, une fois, j'avais demandé pour 2 jours de formation, j'avais demandé 25 000 $. On m'a rigolé. Non, on m'a ghosté, c'était encore mieux que ça. On m'a ghosté. Mais, et puis après, je me suis rendu compte des réalités des prix, je me suis rendu compte de la réalité des besoins. J'ai affiné ma formation. Et le contenu a continué pendant 1 an. Mais à ce moment-là, je faisais de la consultance déjà pour pouvoir remplir le frigo, parce que je commençais à peine à me faire connaître. Et c'est, disons, 1 an plus tard que j'ai eu mes premiers workshops live, donc, qui sont vraiment passés et qui m'ont permis de pouvoir donner des formations en vrai. Ça, c'était grâce à mon networking, parce que c'est quand même pas mal d'avoir travaillé pour 2 Big Four. Tu travailles pour PwC et pour Deloitte. Tu connais beaucoup de gens qui travaillent en finance. Et là, j'ai obtenu mes premiers workshops. Et ça s'est super bien passé. Et c'était en mai 2023 que j'ai eu mon premier contact avec la boîte en Algérie, qui est d'un grand groupe international, Holcim. Ils sont dans tout ce qui est ciment et béton. Et voilà, ils m'ont contacté et ils m'ont dit, c'est intéressant. Et nous, on voudrait faire en sorte que notre équipe aille vers le next level. On veut que ce soit le top-notch finance business partner team. On veut aller au-delà de tout ce qui est reporting financier. On veut que ce soit une vraie FP&A et finance business partner. Et à ce moment-là, ben, justement, j'avais toutes les pensées, tout le matériel et toute l'expérience pour pouvoir partager avec ça. Et c'est un travail qui m'a pris quand même un certain temps, mais en septembre, j'ai délivré cette formation et j'ai été en Algérie et ça s'est super bien passé. Ils ont adoré. J'ai eu des feedbacks énormes. La participation était géniale. L'équipe était géniale aussi, parce que c'était un rare cas d'une entreprise où quasi l'entièreté du staff était ouvert au feedback, non seulement à en recevoir, mais à en donner. Et donc, non seulement ils comptaient sur mes conseils, sur mon feedback, mais ils s'en donnaient entre eux pour pouvoir continuer à se développer. Donc, j'ai rarement vu ça, c'était exceptionnel. Et ça m'a donné un coup de boost. Je me suis dit, si une entreprise comme celle-là a confiance en tes compétences et en tes capacités et que tu es capable de le faire, rien ne peut t'arrêter. Et donc, à ce moment-là, j'ai commencé à me développer, à travailler vraiment à fond. Et j'avais malheureusement pas anticipé mon trimestre 4 de l'année, ce qui fait que c'était bien. J'avais donné une super formation, j'en avais donné plusieurs même en octobre, mais après, fin octobre, novembre, décembre, j'avais rien du tout. Donc à ce moment-là, j'ai dû réfléchir assez vite et me dire, bon, qu'est-ce que tu vas faire? Alors à ce moment-là, je voulais développer mon cours en ligne, en vidéo, parce que je me suis dit, si tu n'as pas de workshop, autant faire en sorte que ça marche. Mais je me suis dit, c'est quand même un peu dangereux, donc j'ai pris une mission en tant qu'interim manager à mi-temps dans une entreprise. Comme tu faisais chez Proximus, chez non, Deloitte. Chez Deloitte, là, de prêter à des compagnies. Donc, C'est ça. Et donc là, je l'ai fait en tant que freelancer. J'ai travaillé dans une entreprise qui travaille sur l'aéronautique. Pendant 5 mois, j'ai fait ça. Ça m'a permis de renflouer les caisses, de revenir aussi dans le business, parce qu'au final, allez, tu n'as pas tout à fait envie d'abandonner ce que tu sais, les compétences que tu avais. C'est bon de se grounder. Moi, ça me fait peur un peu dans ce que je fais. Je suis full YouTube et tout, mais je reste comptable. J'ai peur quand même de perdre. Tu me demandes de faire un débit crédit, je suis capable, mais ça fait longtemps. Voilà. Écoute, c'est comme rouler à vélo, hein. Tu ne perds pas vraiment. À partir du moment où tu restes up-to-date,
que tu es au courant de ce qui se passe dans des nouveautés, tu peux toujours faire en sorte. Allez, disons que les tools ne sont pas le point le plus important. Le plus important, c'est comment tu as travaillé auparavant. Et surtout, si tu as travaillé en FP&A, en Finance Business Partnering, tu n'oublieras jamais vraiment comment ça marche. Hein. C'est juste, il faut se rééchauffer. Mais justement, à ce moment-là, allez, ma formation en ligne a commencé. Et c'est à ce moment-là aussi que j'ai commencé à avoir mes contacts clients les plus concrets. Ce qui m'a permis de closer quand même pas mal de training pour cette année 2024. Et donc, j'ai arrêté ce contrat en février. Et depuis, je ne travaille plus qu'uniquement sur mes formations. Parce que justement, j'ai certains contrats d'une vingtaine de jours sur l'année. J'ai d'autres contrats qui sont un peu plus petits, mais plus récurrents. Et donc, ça me permet de pouvoir en vivre aujourd'hui, mais principalement sur le B2B, parce que j'ai travaillé sur ma formation en ligne. Et oui, si j'ai eu un montant sympa, mais c'est pas Byzance comme certains voulaient faire croire. J'aimerais quand même qu'on parle, si tu es à l'aise, du processus, sans rentrer dans les chiffres, là, mais disons que la formation est sortie, ça fait pas si longtemps, si je me trompe Non. pas, hein, quelques mois, mettons, mais tu l'as quand même commencé à la publiciser, à la marketer, à la vendre quand même longtemps en avance. Peux-tu nous Ouais. parler et ça a généré des sommes que plusieurs aimeraient, disons ça comme ça. Ouais. OK. Puis je me demandais, tu peux-tu nous parler un peu du processus de ça? Comment tu fais? Les gens, ils achètent une page blanche, tu sais? Parce que moi, à chaque fois que je dis ça, tu sais, je n'ai vendu juste 2 là, de mes copilotes masterclass qui n'est pas encore sorti. Puis les gens sont comme, voyons, le monde, ils ont acheté ça, puis il n'y avait rien. Puis je suis comme, oui, mais tu sais, moi, je n'ai juste vendu 2, mais de quelqu'un qui en a vendu plusieurs, tu sais, comment tu as vécu ça? Comment tu as planifié ça? Tu n'avais jamais fait ça avant non plus? Ouais. J'ai joué sur plusieurs éléments. Hein. Déjà, bon, j'avais une audience qui me suivait depuis pas mal de temps. J'avais de la crédibilité dans mon sujet. Et donc, il y a des gens qui attendaient cette formation. Parce que j'avais déjà fait des formations live en ligne. Et beaucoup de gens étaient intéressés, mais comme c'était live, le prix était quand même plus élevé. Et donc, à ce moment-là, j'avais promis, écoutez, je vais lancer une formation vidéo. Donc, il y avait une attente déjà de pas mal de gens. La deuxième chose, c'est que j'ai utilisé un peu d'outils marketing. C'était le Black Friday à ce moment-là. Donc, voilà, je voulais pricer ma formation à $250. Pendant une certaine période, la période de pré-lancement, je l'ai lancé à $100. Donc, il y avait quand même un gros discount prévu. Et l'outline était clair dans ma tête. C'était pas que je lançais quelque chose au hasard. Les outcomes étaient clairs pour ceux qui allaient avoir la formation. Donc, je leur disais, voilà ce que vous allez avoir, voilà quel format ça va être, voilà les exercices que je vais faire. C'est juste que ce n'était pas encore réalisé, je n'avais pas encore filmé les vidéos. Mais donc, j'étais clair sur ce que j'allais faire. Et donc, les gens ne se sentaient pas arnaqués. Ils avaient confiance parce que j'avais la crédibilité, parce qu'ils me connaissaient depuis longtemps. Allez, je veux dire, on ne va pas boire des bières ensemble, mais ils me connaissaient depuis Sur longtemps. LinkedIn, ils te suivent. Donc, c'est une question de crédibilité et de confiance qui fait que tu peux vendre quelque chose parce qu'ils savent que tu vas délivrer. Et ça te met une pression à toi aussi pour délivrer. Tu as plutôt intérêt à le faire correctement pour pouvoir satisfaire ton audience. Donc, j'ai fait ça. Et aujourd'hui encore, c'est en nombre le plus gros nombre que j'ai vendu. Je pense que j'en ai vendu 150 en tout. Et lors de la période de lancement, j'en avais vendu 80, 85, quelque chose comme Quand ça. même la moitié qui est venue du Ouais, pré-lancement. c'est ça. Intéressant. Puis est-ce que c'est exactement ou très similaire au contenu que tu donnes dans des workshops? Tu as juste pas l'interaction avec le professeur étant toi, le professeur, ils peuvent pas te poser des questions tant que ça, vu que c'est pas en live, ou c'est-tu pas mal le même contenu ou il y a des différences C'est importantes? pratiquement le même contenu, je dirais, allez, à 90% le même contenu qui te permet de pouvoir acquérir la même chose. Mais effectivement, et c'est ça qui parfois peut manquer, hein, c'est que tu n'as pas accès direct à moi. Ouais. Or, et pourtant, j'ai fait un gros différenciateur par rapport à l'offre sur le marché des contenus en ligne, c'est que pour moi, la pratique est vraiment importante. Ouais.
tu peux pas apprendre à donner des présentations, tu peux pas apprendre le storytelling si tu restes juste devant des vidéos. Et donc, Ouais. j'ai fait des exercices classique avec des quiz, mais j'ai fait aussi des exercices un petit peu plus interactifs avec du HTML, j'ai fait des puzzles, j'ai fait des OK. interactions avec des business partners générés par l'intelligence artificielle. Donc, allez, les vidéos où tu as quelqu'un qui parle qui n'existe jamais, voilà, j'ai fait ce genre de choses. Et alors, une des choses principales, et ça c'est le gros différenciateur, c'est que je dis aux gens, ben, voilà, vous avez un use case sur tout le contenu. Donc, c'est un fichier Excel avec un reporting. Et petit à petit, en fait, le but de la formation, c'est de construire ta présentation. D'abord en Mmh. l'analysant, puis après en créant ta story. Après que tu aies créé ta story, tu crées tes slides. Et puis après, seulement, tu Ouais. répètes pour pouvoir faire en sorte de délivrer ta présentation. Et alors, le dernier point, c'est que tu as un examen final. Et cet examen final, c'est pas en direct. Donc, tu t'enregistres en train de donner la présentation, tu montres tes OK. slides. Et en fait, moi, je le regarde par la suite et je donne un feedback. Donc, en Wow. asynchrone, mais je donne un feedback personnalisé sur ta performance. Et Mmh. ça, c'est l'élément différenciateur parce que je me suis Ben oui, dit, je veux pas que que ce soit juste un cours en ligne que les gens complètent à 40 ou 50%, c'est ça. et puis après, ils laissent là. Je veux qu'ils arrivent vraiment à la fin et qu'ils se disent, j'ai accompli quelque chose. Et Mmh. avec ce feedback, je vais pouvoir améliorer mes présentations dans la réalité. Intéressant, intéressant. Puis j'aimerais ça qu'on parle de ça un petit peu aussi, pas plus tard dans l'épisode, mais off record. Je veux juste savoir justement les gens, tu sais, ils font-tu, comment tu vis ça, comment tu rentres ça dans ton horaire aussi, tu sais, c'est quand même une bonne demande. Là, si tu en vends 2000, là, bonne chance, réviser tes 2000 vidéos, mettons tes 1700 vidéos, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui va le faire, clairement. Ouais. Mais je me demandais aussi si on passe un peu plus dans la période, pas dans la période, mais dans la partie du podcast, un peu plus qu'on parle de travail, famille, équilibre. Je me demandais, est-ce que tu retournerais en corporate world? Mettons, là, qu'on jase, ou t'es bien puis t'aimes ce que tu fais? Non, j'aime ce que je fais et honnêtement, si je peux continuer, si je peux continuer à en vivre toute ma vie, je préférerais. Maintenant, évidemment, bon, il faut que je continue à travailler là-dessus pour être sûr que c'est pas passager, que je puisse Mhm. euh, continuer à développer mon network B2B pour pouvoir avoir des clients récurrents, pour avoir des clients qui viennent d'eux-mêmes. Ça, c'est le point principal à développer. Et justement, parce que tu parlais d'équilibre, j'ai réussi à trouver un équilibre avec ça. Parce que voilà, bon, Mhm. j'ai ma situation. Aujourd'hui, je suis séparé, donc j'ai mes enfants une semaine sur deux. Ce qui fait qu'une semaine sur deux, ben, je dois être très présent. Et une autre semaine sur deux, je peux travailler vraiment beaucoup. Mhm. Donc, c'est un équilibre et allez, du temps que je peux m'accorder que si je ne dépends pas d'un employeur. Voilà, Ouais. aujourd'hui, je peux très bien me dire, bah, je commence à travailler à 9h30 après avoir déposé mes enfants à l'école et je termine de travailler à 3h30 parce que je vais aller chercher les enfants à l'école et que je veux leur donner leur goûter, etc. Mhm. Et la semaine d'après, voilà, je me réveille, j'ai pas grand monde à habiller ou à nourrir et donc je peux commencer à travailler dès 7h30, 8h et je peux y aller à fond jusqu'au bout, même en soirée. Et donc, c'est cet équilibre que j'ai grâce au fait que je ne dépends que de moi. Alors, bien sûr, il y a Mhm. d'autres interactions, mais Ouais. je ne dépends que de moi. Et donc, je peux placer mes formations en calendrier, en réel, quand je ne suis pas avec les enfants. Et quand je suis avec les enfants, je vais plutôt m'orienter vers les formations digitales. Et si je peux, des gens de votre côté du pays, enfin du monde, pour donner des formations en soirée quand ils sont déjà au lit. Ouais, mais c'est bon, c'est ma prochaine question un peu. Tu sais, tu parlais au début, tu pensais vraiment juste faire en ligne. Là, finalement, oh, tu t'es rendu compte que peut-être que faut que tu balances ça. Fait que mettons, la portion en ligne est peut-être plus petite là, mais puis après ça, c'est le corporate live training. Puis là, à un moment donné, ça va peut-être plus faire ça de même, tu sais, s'équilibrer un petit peu. Est-ce que tu considères en ce moment que tu as comme bâti, parce que tu n'es pas loin, tu es 70 000 followers sur LinkedIn, à peu près, 60-70 000 dans ce coin-là, me semble, la dernière fois que j'ai regardé. Tu considères-tu que tu as bâti une business en ligne? Et si oui,
comment on fait pour se bâtir une présence en ligne comme tu l'as fait? Bah, justement, s'il y a un temps, je pouvais me considérer comme quelqu'un qui travaille sur le business en ligne. Là, je pense que, vu les circonstances, je dépends plus du business réel. Alors bon, Mmh. j'utilise ma présence en ligne pour Oui. générer des leads, mais mes leads après, déboulent sur, une réunion, qu'elles soient en ligne ou en vrai, et la plupart du temps, Mmh. je donne mes formations en réel, parfois je les donne en ligne, mais je suis moins un, allez, digital business qu'un Mmh. online business que ce que j'aurais pu penser par le passé. Alors, j'ai OK. toujours envie de continuer à développer cette activité parce qu'il faut pouvoir Mmh. diversifier, il faut pouvoir compter sur ce que j'ai fait. C'est un asset hein, quand même. Ma formation, le Financial Storytelling Program, c'est pas quelque chose que je vais jeter, mais Mmh. je dois certainement trouver des codes que j'ai pas encore sur comment développer l'achat, la conversion. Parce que voilà, j'ai un certain nombre de followers. Je ne suis pas le plus grand content creator qui existe. Allez, comme tu l'as dit, hein, j'ai quoi, 73 000 aujourd'hui. Quand tu sais qu'il y en a qui ont 850 000, voire 900 000, Je sais pas de qui tu parles. tu vois. Donc, voilà, c'est pas mon core business. Ça participe à Mmh. mon business, mais c'est pas mon core business. Et, euh, et aujourd'hui, je vais continuer à développer ça. Au fur et à mesure, je verrai en fonction des opportunités. Mais ça, c'est un des éléments les plus importants finalement de l'entrepreneuriat tel qu'on le conçoit aujourd'hui en tant que solopreneur, c'est que tu peux avancer au fil du temps et voir ce qui va arriver. Allez, il y a les Mmh. Rolling Stones qui disaient you can't always get what you want, but if you try enough, you can get what you need. Et donc, au final, Mmh. tu te rends compte que tu essayes quelque chose, tu as un objectif, mais au final, tu vas peut-être te retrouver avec autre chose qui correspond plus à ce que tu voulais. Voilà, mon objectif Ouais. d'origine, c'était je veux une formation vidéo qui se vend tout seul avec un funnel et des YouTube ads. Et au final, aujourd'hui, je me retrouve vraiment en solopreneur B2B à contacter des prospects, à leur envoyer des propositions, à délivrer des trainings en réalité, parce que c'est ce qui marche mieux pour moi et c'est ce que je préfère. Mmh. Wow, bien dit. J'adore la quote des Rolling Stones en plus. J'adore, j'adore. Puisqu'on parle d'équilibre, on en a parlé un petit peu tantôt, une semaine avec tes enfants et tout. C'est quoi ton moyen pour décrocher? Bière frite ou non, mais blague à part, tu sais, pour, mettons, équilibrer comme tes, responsabilités personnelles versus Mhm. ton entreprise? Tu sais, je pense que c'est facile pour un entrepreneur d'être toujours, toujours dans sa business puis de penser tout le temps. Ben, en fait, on y pense toujours, je pense, mais c'est comment tu fais là, pour t'évader de ça un petit peu? Là? Euh, je suis pas un gars qui est je suis pas très vacances, donc j'ai pas l'habitude de voyager pour m'évader. Disons que j'aime Mhm, beaucoup faire du sport. Allez, je vais à une salle de sport, je fais du sport intensif, tout ce qui est mhm. HIIT, cross Ouais, ouais. training, etc. Donc ça me permet de me dégager et c'est des moments de la semaine que je m'oblige à accomplir. Donc, OK. voilà, j'y vais 3 ou 4 fois par semaine, en soirée quand j'ai pas les enfants, en journée quand j'ai les enfants. Ça me permet de m'évader, de respirer un coup, de sortir un peu l'énergie qui est en trop en moi. Mais, je allez, je travaille beaucoup plus qu'avant, en OK. termes de timing. Mhm. Parce qu'en fait, c'est bizarre à expliquer, mais tu as pas l'impression que c'est du travail, en fait. Et c'en est, Ouais, hein, mais tu as pas I l'impression que know. c'en est parce que allez, tu regardes tes mails, tu revois une automatisation que tu avais prévue sur ton site web ou sur ta formation, tu envoies une newsletter, tu fais du contenu, tu prospectes, tout ça, Ça c'est des choses que tu fais et au final, tu es chez toi, tu rien d'autre à faire, bah, tu le fais et voilà. Puis, t'as-tu l'impression des fois, moi c'est mon impression, mais peut-être que je sais pas, je suis seul là-dedans, mais t'as-tu l'impression des fois c'est comme un peu un jeu? Tu sais, exemple, quand j'ai acheté mon domain name, tu sais, j'avais Mmh. aucune idée, puis j'étais comme: «Ah ben, je vais aller voir sur YouTube comment qu'on fait», puis là, à un moment donné, tu rendu 11 heures le soir, puis j'étais comme: «Mais voyons que j'ai fait ça», puis j'ai pas eu l'impression de travailler, mais ça faisait partie de mon travail. T'as-tu l'impression des fois que c'est un peu un jeu de dire: «OK, je vais essayer de faire ça, je l'ai jamais fait, je vais réussir»? Mmh. Bah, c'est le cas en fait, hein, moi dans les premiers mois surtout, j'ai eu une courbe d'apprentissage énorme. Bah, je veux dire en 2 ans, j'ai jamais autant appris
que dans le reste de toute ma vie. Enfin, dans le reste de toute ma vie, j'ai jamais autant appris que dans ces 2 dernières années, parce que j'ai dû apprendre du marketing, parce que j'ai dû apprendre un peu de codage pour mon site web et l'HTML. J'ai dû apprendre les automatisations via Zapier ou via Make. J'ai appris un peu de Notion, et histoire de pouvoir te débrouiller dans ce monde digital. Oui, c'est ça. Et au final, tu apprends énormément. Et chaque fois que tu continues à apprendre, tu es là, je vais l'appliquer. Et tu n'as pas l'impression que c'est du travail. Ça en est, hein, mais Ouais, pour moi, 100%. tu le fais avec un grand plaisir et tu as l'impression de construire quelque chose pour toi. Mmh. Peux-tu nous parler d'une situation, j'aurais tendance à dire vraiment stressante ou, tu sais, y a-tu un moment que tu t'es dit: «Qu'est-ce que j'ai fait là? Je retourne chez Proximus». Tu sais, y a-t-il un moment vraiment stressant que tu as vécu? Puis comment tu as géré ça finalement? Qu'est-ce qui est arrivé? Puis si tu continues, j'imagine que ça a bien été au final. Bah, écoute, c'était justement, dans ma petite traversée du désert, je me posais vraiment beaucoup de questions parce que, allez, ma formation en ligne, était pas, je veux dire, c'était pas le succès que j'espérais. Mmh. J'avais pas énormément de leads, j'avais pas, allez, c'était difficile parce que justement je venais de me séparer, j'avais besoin d'organiser ma nouvelle vie avec, mes enfants. À ce moment-là, je me suis dit: «Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que vraiment» allez, l'idée n'était pas de travailler avec un contrat, mais travailler en tant que freelance parce que ça fonctionne Mmh. toujours. Quoi qu'il arrive, tu trouves quand même du travail. Et donc là, je me suis dit: «Bah, je vais retravailler en tant que contrôleur de gestion, en tout cas en attendant». Mais justement, à ce Mmh. moment-là, j'ai eu la chance d'obtenir un de mes plus gros contrats, pour mes formations. Et à ce moment-là, ça m'a redonné le boost, ça m'a redonné la motivation. Parce que sans ça, ouais, peut-être qu'aujourd'hui, je ferais encore de l'interim management parce Mmh. que les formations, c'est pas évident de trouver des clients comme ça. Mmh. Fait que la morale de l'histoire, c'est juste de pas abandonner, même dans les moments difficiles, je pense. En tout cas, ça semble être Oui. ça que tu as fait, puis ça a fonctionné. On arrive vers la fin, de l'enregistrement. J'ai 2 dernières petites questions pour toi. La première étant, j'aime ça que les gens sur le podcast apprennent des outils, de productivité ou un outil, en fait, que j'aimerais que quelqu'un apprenne parce que les gens qui me disent Google Calendar, là, ça fait une couple d'épisodes qu'on me dit ça. J'imagine que tu utilises autre chose, tu en as nommé tout plein il y a à peu près 2 minutes. J'aimerais savoir ton outil à toi, l'outil qui te sauve la vie, que sans ça, tu ne pourrais pas, rouler, ta business, si tu peux nous en parler? Je ne sais pas exactement, j'en ai plusieurs, mais bon, l'outil que j'utilise le plus, c'est LinkedIn, parce que Mmh. c'est mon réseau, c'est l'outil sur lequel je suis, pour communiquer, pour, avoir mes leads, pour pouvoir, heu, envoyer des vidéos, sortir quelque chose. Donc c'est ce que j'utilise le plus, mais après pour un tool pur, quelque chose qui change le monde, par rapport à avant, c'est les outils d'automatisation. Zapier, Mmh. par exemple. Si tu Ouais, utilises Zapier, c'est exceptionnel, on ne se rend pas compte du temps qu'on gagne grâce à ça. Allez, ouais. c'est tout bête, hein, mais aujourd'hui, quand les gens achètent la formation sur Gumroad, ben, je les envoie automatiquement vers, la plateforme LearnWorlds où ma formation est hostée, et en même temps, je leur envoie une séquence mail pour, les aider à s'intégrer de plus en plus. Donc allez, c'est un outil qui aujourd'hui te fait gagner un nombre d'heures exceptionnel. Mmh. Ouais et qui attache toute ton entreprise ensemble, en fait. Fait que pour les gens qui connaissent pas Zapier, qui ont une entreprise ou même qui travaillent en tant que whatever, comptable, puis qui tu sais, tu peux faire plein d'intégrations là, avec ton Slack, avec tes leads de marketing qui rentrent. Tu sais, si vous êtes en FP&A ou peu importe, là, les gens qui m'écoutent sont plus dans le business world, sont pas nécessairement des comptables, mais allez voir Mmh. ça, Zapier. Pour vrai, on l'avait, nous, à mon ancienne entreprise, puis on avait un king Zapier qui nous aidait sur plein d'affaires, puis ça nous aidait énormément dans tous les processus ressources humaines, vous êtes un avocat, vous êtes n'importe quoi, Zapier va pouvoir vous aider. Vous regarderez ça ou sinon vous m'écrirez en privé ou sinon à Soufiane, il charge pas cher, là, il est pas, il est pas bien occupé, il va vous faire ça gratuitement. Heu, dernière question, Soufiane, pour toi. J'ai la petite piggy bank ici derrière qui a été concoctée
par ma mère à la main. Tout ça est fait à la main. Dans le cadre du podcast, j'aime ça. En fait, on recueille des dons, on recolle des dons pour des causes caritatives qu'on va tous choisir ensemble après la dizaine d'épisodes. J'aimerais savoir, est-ce que tu aimerais contribuer financièrement à cette cause-là? Ouais, d'accord. Ouais, pas de Excellent, problème. ça va être les premiers dollars européens dans la Piggy Bank. Soufiane, je te remercie beaucoup, beaucoup de t'être prêté au jeu du Piggy Bank podcast. Ça fut un réel plaisir. Ouais, merci de m'avoir invité, c'était un chouette moment.